Parler, c'est un pouvoir qui est tellement sous-estimé. Et on se rend compte quand on n'y arrive pas, justement, quand on n'arrive pas à prendre sa place, quand on n'arrive pas à convaincre, quand on n'arrive pas à faire passer à l'action. Ouais. Tu vois, les gens, et c'est super intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand je dis que je suis un ancien timide, plus personne, je te jure, Tanguy, personne ne me croit. Je t'ai entendu te dire dans quelques réunions et tout le monde devait se dire, mais non, quel mytho, lui. C'est vrai. Et je comprends que réussir, c'est pas que avoir les bonnes notes. C'est pas que faire le bon travail, c'est aussi être capable de se mettre en avant, de parler en bien de ce qu'on fait. Et ça, ces gens-là ont beaucoup plus de mal et sont dépassés par qui ? Par des gens qui bossent beaucoup moins, qui sont beaucoup moins sérieux, mais qui arrivent à se mettre en avant, à parler facilement de ce qu'ils font, etc. Donc, comment je fais pour donner de la mémoire à l'éphémère, faire en sorte que ce que je dis dure beaucoup plus que les 5 minutes de mon discours, mais reste longtemps dans la tête de mon public. Tu as donné une formule là. Je donne de la mémoire à l'éphémère. C'est magnifique. Quelle est-elle, cette singularité? Quelle est la spécificité de la méthode Nicolas Mel? Yes. Monsieur Nicolas Mel, bonjour. Salut Tanguy, bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Et toi? Très très bien également. Je suis très content de te retrouver une seconde fois sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. On a fait un épisode ensemble, on l'a vérifié, qui est sorti en janvier 2022, je te disais. C'est ça. Et que j'ai réécouté ce matin, qui était un très bel épisode, je trouve. Mais sur lequel que j'invite les gens à écouter parce que celui-ci il revient plus sur ton parcours. De comment est-ce que tu es allé à Sciences Po, comment est-ce que tu as atterri à Sciences Po en partant de Béziers, d'une famille pas particulièrement prédisposée à aller dans ce genre de grandes écoles. Carrément, plutôt modeste. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et toute ton aventure là-bas. Bon, je pense que c'est intéressant pour ceux qui s'interrogent sur le fonctionnement des grandes écoles. Et comment est-ce qu'on fait un parcours d'excellence? Parce que toi, tu as eu ce parcours d'excellence-là qui t'a amené à créer ta société, Silence, où tu fais de l'accompagnement sur de la prise de parole en public. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ouais. Destination de particuliers, d'entreprises, autour de 2 enjeux. Cette idée d'être plus à l'aise quand on a à s'exprimer, pouvoir prendre sa place, s'affirmer, dire ce qu'on pense. Mais aussi, pour ceux qui sont déjà à l'aise, être plus éloquents, plus convaincants quand ils ont à s'exprimer. Ouais. Ok. Et donc, comme tu as rejoint Black Network récemment, je me suis dit, ça va être l'occasion de revenir sur ton actualité et sur ses compétences. Et en plus, à l'époque, quand on l'avait fait en one-to-one. C'était à l'époque de la version audio du podcast. Là, maintenant, on est très bien reçu dans les locaux de LFL. Les locaux sont géniaux, pardon. Donc, ouais, c'est génial. Voilà. Donc, on a le cadre pour te sublimer, je pense, Trop bien. et pour faire en sorte que la communauté te découvre sous tes meilleurs traits, on va dire, plus que juste ta voix, mais qu'elle te voit physiquement. Et je pense que certains sont allés te voir sur LinkedIn aussi. Ouais, j'ai eu des super retours du podcast, des personnes qui m'ont dit c'était génial, c'était super inspirant, ça m'a. Et moi, à titre perso, ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir parler un peu de mon parcours et puis de donner quelques conseils. Donc, très aligné avec ce podcast et encore plus avec celui-ci aujourd'hui. Génial. L'idée là aujourd'hui, c'est de venir sur ton expertise. Comme tu le sais et tout le monde le sait, nous, notre but, c'est de faire en sorte que la diaspora africaine et afrodescendante devienne performante pour exceller, que ce soit en entreprise, mais bien souvent dans l'entrepreneuriat. Et je pense que l'art oratoire est une clé essentielle pour ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, j'imagine que tu vas pas dire non, mais... Parler, c'est un pouvoir qui est tellement sous-estimé. Et on se rend compte quand on n'y arrive pas, justement, quand on n'arrive pas à prendre sa place, quand on n'arrive pas à convaincre, quand on n'arrive pas à faire passer à l'action. Donc ouais, moi je suis persuadé de ça déjà à titre personnel. Toutes ces années de timidité, toutes ces années d'angoisse, d'anxiété où j'y arrivais pas, ou que ce soit à Sciences Po quand je devais parler de moi, j'y arrivais pas, que ce soit à des gens que je connaissais pas, je devais parler, j'y arrivais pas. C'était tellement de frustration qu'à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais même pas imaginer vivre et être heureux et être accompli si j'arrivais pas à faire passer mon message, à communiquer, à entrer en relation. Et en fait, c'est même plus... tu vois, quand je vois des gens qui disent c'est pas pour moi, etc., je me dis c'est pas possible, on est des êtres humains, on est là pour entrer en relation, pour communiquer. Et je pense que c'est pas un don, c'est pas quelque chose d'inné, c'est une compétence. Et tout le monde peut la développer, tout le monde peut aller un peu plus loin dans cette compétence qu'est l'art oratoire. Tout à fait. D'abord, tu dis que ceux qui ne parviennent pas, ou en tout cas la difficulté
à s'exprimer en public, la glossophobie, j'ai découvert Yes. qu'il y a un terme pour ça, c'est un handicap, n'est-ce pas? Ah, c'est plus qu'un handicap, c'est une phobie. Glossa, ça veut dire la langue, la peur d'utiliser sa langue. Et tu as certaines études, je pense à Welcome to the Jungle qui relaie cette info, selon laquelle 75% des gens auraient peur de s'exprimer, plus ou moins. J'ai fait une enquête, et cette enquête, qui se base sur 300 personnes à peu près, montre qu'on n'est pas sur 75%, on est plus sur 50%, avec un biais de déclaration. Mais quand même, ça montre à quel point c'est une peur qui est culturelle, qui vient certainement de l'école, où on était assis, le prof était debout, et quand il fallait parler, il fallait pas dire n'importe quoi. Fallait pas se tromper. Et à partir de là, on a compris qu'il y avait un enjeu dans le fait de s'exprimer et de se mettre en avant. Donc oui, c'est une peur qui est très répandue, mais c'est pas parce qu'elle est répandue qu'elle est normale. On peut vraiment la combattre, être plus à l'aise quand on a à parler devant des gens, à parler de ce qui est important pour nous. Et est-ce qu'il y a un sujet de classe sur la prise de parole en public? Est-ce que les enfants de classes favorisées ou de milieux sociaux privilégiés sont mieux alertés, mieux sensibilisés, mieux stimulés sur les sujets de prise de parole en public? Je pense que c'est une évidence de dire oui. Oui. Je pense que c'est une évidence de dire oui. Ce que j'ai remarqué, tu sais, c'est que quand on appartient à une classe dominante, qui se sait dominante, on assume plus facilement des positions de leadership dans un groupe, dans un espace. On va plus facilement assumer d'avoir une posture d'autorité, d'avoir un regard continu et posé, d'avoir une posture physique qui exprime cette autorité, d'avoir une voix qui prend de la place. Parce qu'on sait qu'on peut se l'autoriser, parce qu'on sait qu'on a des parents, parce qu'on sait qu'on a de la famille qui fait ça, et donc par imitation, on assume cette autorité. Quand on vient de classes dominées, j'aime pas le terme dominées, mais qui ne sont pas dominantes, de ce fait, l'enjeu n'est pas d'être dans du leadership tout de suite. L'enjeu, c'est de s'intégrer. L'enjeu, c'est peut-être de pas se faire remarquer. Moi, ça me parle. Quand j'étais à Sciences Po, l'idée, c'était pas d'être le dominant. L'idée, c'était, fallait pas qu'on voit que je suis boursier, fallait pas qu'on voit que je suis différent, fallait qu'on voit que je suis légitime. Donc, je devais imiter plus que m'affirmer. Je pense qu'en fonction de la classe à laquelle on appartient, les enjeux sont différents. Quand on est dominant, on assume du leadership. Quand on ne l'est pas, l'idée, c'est de faire un peu comme les autres et puis de pas se faire remarquer, quoi. Tout à fait. Et je dis ça parce que j'amène mon fils avec moi, mon stagiaire, comme je dis souvent, et je vois la manière dont il est amené à interagir avec certaines personnes. J'essaie de l'alerter là-dessus, et je me dis, est-ce que Hugo, le fils du CEO ou du CMO de telle boîte, est-ce qu'il a les mêmes tares ou les mêmes difficultés? Et non, finalement, tu dis, c'est quelque chose qui, quand tu appartiens à la classe dominante, eh bien, c'est quelque chose qui se transmet. Et donc, tu te sens légitime à être leader. Et ça, c'est très fort, finalement. C'est très, très fort. Ouais, le pouvoir de l'inspiration. Tu sais, quand tu as des gens autour de toi qui assument des responsabilités, s'ils peuvent le faire, je peux le faire. Moi, j'avais un client un jour qui m'a dit un truc que j'ai trouvé génial, qui a comparé le fait de réussir en entreprise à un marathon. D'accord. Si tu es sûr et certain que tu peux gagner le marathon, tu vas t'entraîner tous les jours. Tu vas vraiment te donner. Si tu es sûr et certain que tu peux pas y arriver parce que il y a aucune personne noire qui me ressemble qui est à ces postes de direction, si je sais que je peux pas y arriver, je vais faire du footing. Ouais. Je vais pas faire l'effort de m'entraîner tous les jours. Je sais que c'est pas possible. Donc, quand il y a des gens autour de moi proches avec qui je parle, qui me montrent que ils ont ouvert la porte, c'est possible. Waouh! Je peux le faire aussi et je vais me donner les moyens de le faire. Si autour de moi, il y a personne, je ferai pas l'effort. C'est le concept de l'impuissance apprise. Et là, finalement, tu as très bien illustré. C'est un concept dont je parle souvent, mais je l'avais pas aussi bien imagé que tu viens de le faire. Ouais. Effectivement. Là, on a vraiment une image très concrète de ce qui fait que tu ne te lances pas, tu ne te donnes pas les moyens. Et aujourd'hui, dans quelle mesure on peut considérer que cette clé, enfin que la prise de parole est une clé essentielle pour du leadership et même être un leader, et dans quelle mesure c'est une clé essentielle pour performer dans une organisation? À plein de niveaux. Tu vois, moi, me vient tout de suite 3 idées. D'abord, par exemple, prenons le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui t'écoutent quand je dois parler de ce que je fais face caméra, quand je dois me mettre en avant sur les réseaux sociaux, quand je dois parler donc de mes projets, on sent de façon très tacite et très rapide à quel point on est face à quelqu'un qui assume une autorité, qui assume une certaine identité dans ce qu'il est. Donc déjà, devoir se mettre en avant face à des gens qu'on connaît pas. Mais tu parlais d'organisation, donc dans le cadre de l'entreprise, l'assertivité, s'affirmer, dire ce qu'on pense, sans blesser, être capable de donner une position, être capable de partager un point de vue, ces relations interpersonnelles ont tellement d'importance dans une carrière.
cette capacité à poser un regard, à serrer une main, à avoir cette attention sympathique, à dire aussi dans les moments difficiles ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, à recadrer. Tout ça, cette assertivité, pour moi, c'est aussi de la prise de parole en public, en tout cas de la prise de parole publique. Ça se travaille, c'est pas naturel. Et je crois que cette excuse consiste à dire tu l'as pas, c'est naturel. Moi, je crois que le naturel, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'entraînement. Non, mais tu prêches pour ta paroisse en disant ça, non? Oui, c'est vrai. Je prêche pour ma paroisse, mais je parle aussi de mon parcours. Oui. Tu vois, les gens, et c'est super intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand je dis que je suis un ancien timide, plus personne, je te jure, Tanguy, personne ne me croit. Je t'ai entendu te dire dans quelques réunions et tout le monde devait se dire, mais non, quel mytho, lui. C'est vrai. Et moi, ça me rend fou parce que j'ai encore des amis de l'époque, etc. Ma famille, j'étais super timide. Moi, j'étais le mec hyper anxieux, mince, je fais pas bien, etc. On ne croit plus, on croit que c'est du marketing parce que on voit la fin de l'histoire, mais on voit pas toutes les photos par lesquelles il a fallu passer pour arriver à la fin du film. Et quand on voit quelqu'un qui est à l'aise, s'il vous plaît, essayez de deviner toutes les photos par lesquelles la personne a dû passer, les photos qu'elle a dû prendre pour arriver à cette fin de film. On voit la fin du film, oh c'est génial, c'est facile pour lui, non. Il y a eu des années, plein de photos, plein de prises. Nous devons absolument apprendre à valoriser notre patrimoine. Qui possède des baskets Nike? Qui possède un téléphone Apple? Qui possède un sac de Louis Vuitton? En 2024, une société qui n'est pas malade ne se contente pas de posséder uniquement les produits, mais elle possède aussi des actions. Est-ce que vous savez combien ces boîtes-là ont distribué de dividendes à leurs actionnaires? Nike, 2 milliards. LVMH, 7 milliards. Apple, 15 milliards. Continuer dans ce sens. Consommer sans avoir des actions, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et ça, c'est ce que vous apprend la Nekao School. Que vous soyez confirmé ou débutant, vous allez acquérir les connaissances pour avoir une épargne solide et pour faire quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire valoriser son patrimoine à travers 4 piliers. 1. Optimisation de tes finances. 2. Apprentissage du mode de fonctionnement des marchés financiers. 3. Compréhension de l'écosystème crypto. Et enfin, tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous avez de la chance, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes un auditeur du podcast Kalimandjaro. Vous avez, grâce à nous, une réduction de 10% sur la Nekao School. N'attendez plus, cliquez en commentaire et passez à un autre step, qui est celui de la valorisation du patrimoine. La communauté en a besoin. Ça fait combien d'années aujourd'hui que tu accompagnes sur la prise de parole en public? Depuis 2016, donc ça va faire 9 ans. C'est incroyable. Donc vraiment, t'as dépassé la loi des 10 000 heures. Là, t'es vraiment un master dans ton domaine. Bah écoute, ouais. Et, l'expertise rend humble, je pense. Je l'étais beaucoup moins avant. Et je pense que je le serai encore plus après. Et cette loi des 10 000 heures que j'ai vue, que tu as évoquée dans un podcast, ou je crois elle écrit sur LinkedIn certainement, je la trouve assez vraie, même si elle est assez arbitraire. Elle fait sens. Parce qu'effectivement, l'expertise, c'est l'entraînement qu'on ne voit plus. Totalement. Quand les gens viennent te voir en général, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Quels sont les pain points qui les amènent à venir voir Nicolas? Yes. Le principal, c'est, écoute, j'ai une prise de parole importante. Je suis ministre. Je suis directrice d'un établissement de santé devant des centaines de personnes. Et j'ai peur de pas y arriver parce que je me sens pas à l'aise dans cet exercice, parce que j'ai peur, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je le sais pas, mais j'ai pas une estime de moi qui est incroyable, parce que quand j'étais petit, parce que des expériences difficiles. Donc ce sont des personnes, tu sais, qui ont de l'ambition, qui réussissent, qui ont souvent été dans les premiers de la classe, qui étaient très bons à l'école, ça allait, j'avais pas besoin de m'exprimer. Mais dans le monde professionnel, je comprends que réussir, c'est pas que avoir les bonnes notes, c'est pas que faire le bon travail, c'est aussi être capable de se mettre en avant, de parler en bien de ce qu'on fait. Et ça, ces gens-là ont beaucoup plus de mal et sont dépassés par qui? Par des gens qui bossent beaucoup moins, qui sont beaucoup moins sérieux, mais qui arrivent à se mettre en avant, à parler facilement de ce qu'ils font, etc. Donc c'est plus ces personnes-là, être plus à l'aise dans ces situations, bien vivre le moment. Mais ce sont aussi des personnes qui sont déjà à l'aise et qui se disent « je sens que je pourrais faire la différence, je sens qu'il me manque un truc, je sens que je pourrais être plus éloquent et c'est ça que je viens chercher avec toi. » Quand tu dis ministre, directeur d'établissement de santé, monsieur et madame, tout le monde va se dire, mais moi, je suis pas dans cette situation-là, donc je peux pas parler avec lui. Mais non, bien sûr que. Et tu vas très bien, et merci Tanguy de me rendre de me donner cette perche. Évidemment,
La grande majorité des personnes, ce sont des personnes ambitieuses qui réussissent professionnellement sans avoir à être ministre, sans avoir à être directeur. C'est aussi des managers, des étudiants, des personnes dans le cadre de l'entreprise, en B2B, mais aussi en dehors, et qui d'ailleurs peuvent avoir un objectif plus personnel. Je te donne un exemple qui peut paraître assez étonnant. J'ai un discours de mariage dans 2 mois et j'ai pas envie de me foirer parce qu'il y a un enjeu. Et l'enjeu, il est souvent perso. Donc oui, tu as de tout et tu as des personnes en général pour qui réussir, c'est important, quel que soit leur niveau, quel que soit le chapitre du livre dans lequel ils sont, hein, chapitre 2, chapitre 17. Mais en tout cas, des personnes qui veulent réussir et qui ont beaucoup d'ambition. Et quand ces personnes viennent, comment est-ce que se passe l'accompagnement? On va parler de la réalité virtuelle par la suite, mais comment est-ce que tu les accompagnes? Comment est-ce que tu les audites pour identifier d'où vient le problème? Est-ce que tu peux nous dire ça, s'il te plaît? Ouais, carrément. Il y a plusieurs séances, tu as plusieurs programmes. La première séance qui me semble super importante en général, c'est d'évoquer les peurs qui se cachent derrière le stress qu'on a. C'est toujours à peu près pareil. Il y a cette peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que ça va? Il y a cette peur de je vais être critiqué, je vais être jugé, puis après ils vont me descendre. Cette peur de perdre ses moyens qui est super forte. Imagine si cette fois-ci, j'arrive plus à réfléchir. Imagine si j'ai un trou. Je vais me ridiculiser. Et puis, il y a cette peur de faire des erreurs. Il y a cette peur de pas être à la hauteur, de l'autorité. Quand il y a moins de plus un qui est en réunion, j'arrive plus à parler. Ou cette peur encore de pas être légitime. Qui je suis, moi, pour être à ce poste-là? Donc, l'idée, c'est d'abord de faire un état des lieux de mes peurs. Une fois qu'on a fait ça, et c'est ce qui distingue le travail de la prise de parole du théâtre, parce que le théâtre, on reste sur de l'extérieur. Une fois qu'on a fait ça, on peut travailler sur la technique oratoire. Qu'est-ce que je fais de mon regard, ma posture, de ma gestuelle, de ma voix? Là, on va venir façonner la personne. Je travaille aussi beaucoup sur le fond du discours, d'abord dans sa construction, comment je fais pour être clair, pour improviser. Et après, j'aime bien aller sur un volet plus rhétorique, comment je fais pour donner de la mémoire à l'éphémère, faire en sorte que ce que je dis dure beaucoup plus que les 5 minutes de mon discours, mais reste longtemps dans la tête de mon public. Là, t'as donné une formule là. Je donne de la mémoire à l'éphémère. C'est magnifique. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Eh ben, qu'est-ce que c'est? Donner de la mémoire à l'éphémère, c'est ce qu'on appelle une personnification. L'éphémère, c'est quelque chose d'abstrait. Donner de la mémoire, c'est une caractéristique humaine. C'est comme le fait de dire la justice a levé les yeux sur la vérité. C'est comme le fait de dire l'économie est grippée, plutôt que de dire l'économie est au ralenti. Donner des caractéristiques humaines à quelque chose d'abstrait, ça rend les choses plus concrètes, ça les rapproche de nous et donc ça les rend plus pertinentes. Ça, c'est une figure de style qui est pas assez utilisée, mais qui, lorsqu'elle l'est, se fait remarquer en général. Et je pense que c'est du haut niveau, pas du haut niveau, mais en tout cas du bon niveau d'art oratoire, maîtriser cette figure de style. Et au-delà de ça, donner de la mémoire à l'éphémère, pour moi, c'est de marquer dans le temps quelque chose qui, tu vois, prononcer un mot, ça dure 1 seconde. Mais si ça reste dans la tête de la personne, ce mot-là peut rester dans la tête de la personne pendant parfois 10 ans, dans la mesure où, on en parlait juste avant en off, ça peut briser des personnes, quoi. Et donc, donner de la mémoire à l'éphémère, c'est faire en sorte que ce mot s'ancre dans l'esprit des gens. Et toi, tu arrives, à travers différentes techniques, à faire en sorte que les mots restent dans la tête. C'est ça? Yes. On le sent, ce que tu dis. Il y a des gens qui ont une capacité de persuader qui est beaucoup plus développée. Persuader, c'est quoi? Je te donne un exemple. Moi, je suis convaincu que les fast-food, c'est pas bien, McDo, c'est pas bien. Pourtant, quand je suis fatigué, je vais prendre un McDo sur Uber Eats. Pardon pour la pub. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis convaincu, je sais, mais je suis pas persuadé. Mon comportement n'est pas cohérent avec ce que je sais. Convaincre quelqu'un, c'est de le faire changer d'idée. Persuader quelqu'un, c'est de le faire changer de comportement. Et la rhétorique permet de persuader, permet de faire changer de comportement les gens. La personnification le permet, d'autres figures de style le permet, mais quand tu changes de braquet, quand l'objectif n'est plus de convaincre mais de persuader, la façon de s'exprimer et de préparer est totalement différente. Et les gens qui cherchent à persuader vont aller vers ce côté éloquence et rhétorique dont on parlait. Tout à fait. Et là, on est encore dans des propos introductifs, mais j'imagine que dans notre vie de tous les jours, que ce soit en tant que professionnel, lorsqu'on veut encourager des équipes, mobiliser des équipes sur des sujets, sur des projets, dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on veut influencer le cours d'un proche qui va dans un chemin qu'on juge mauvais, ou quand on veut convaincre sa femme d'installer le canapé à tel endroit plutôt qu'à un autre. Ça, hein. Ouais. On est tous passés par ce genre de sujet. On a besoin de ces skills-là, finalement. Tellement.
Tellement. Et tu sais, je pense que toi, tu dis, on a besoin de ces skills-là. La plupart des gens ne voient pas ça comme des skills. Voient ça comme, ah, mais lui, il a ça, c'est un don. Ouais. Et puis il a. Mais non, il y a tellement de travail qui est derrière. Tu sais, cette sensibilité à se dire, ah, c'est marrant, quand j'utilise ça, ça fait ça. Ah, c'est marrant, quand j'utilise ça, ça fait ça. Essai, erreur. Et il serait intéressant si on avait suffisamment de data. Moi, j'en ai assez parce que je fais beaucoup de vidéos et donc je vois ce qui marche pas. La rhétorique est beaucoup plus persuasive parce qu'elle est beaucoup plus écoutée, parce qu'elle est beaucoup plus pertinente pour faire passer à l'action. Donc oui, là, on est sur du day-to-day, du quotidien, mais au quotidien, les personnes qui certainement le plus dans leur vie sont plus satisfaites sont des gens qui savent entrer en relation, qui savent communiquer avec les personnes qu'ils fréquentent. Totalement. En fait, dans une société où on est très en lien avec la machine, il faut savoir coder. Il faut savoir parler à la machine, il faut savoir écrire des prompts pour ChatGPT. Ça, c'est une première chose. Mais fondamentalement, on est dans la relation avec les humains. Et parce qu'on interagit tous les jours avec des humains, ces compétences-là que tu apportes, de prise de parole, finalement, de parler à l'autre, ce qui est pas juste parler en public, en fait, c'est de communiquer avec l'autre, eh bien, elles sont fondamentales. Moi, c'est comme ça, en fait, que je l'entends. Tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Et tu sais, je dirais même qu'elles sont encore plus importantes qu'à l'époque, parce que la plupart des métiers vont être automatisés, pourront être délégués à des machines via l'IA, etc. Et dans ce contexte-là, les personnes qui sauront communiquer auront une valeur ajoutée par rapport aux autres. Donc, je suis assez rassuré parce que je me dis que mon métier, qu'elle va en poupe et qui se développe de plus en plus de gens font de formation, prise de parole, de plus en plus de gens sont sensibles à ça. Je sais qu'avec le temps, quand je serai plus là, ce sera même plus, tu vois, un sujet de savoir si on se forme ou pas. C'est quand est-ce que je le fais, quoi. Et tout à l'heure, tu l'as évoqué un peu en intro. Tu disais que il y a un problème avec l'école et la manière dont on nous apprend à parler, dans la manière dont on apprend à prendre la parole à l'école. Quels sont ces problèmes-là, finalement, si tu devais développer sur qu'est-ce qui fait que la formation académique en France, parce que j'ai remarqué qu'aux États-Unis, c'est pas pareil, et qu'est-ce qui a fait qu'elle entrave ou bien qu'elle empêche de développer cette skills-là, cette compétence-là de prise de parole? Tanguy, moi, je vais nous ramener à l'école primaire, au collège. Je sais pas toi, mais moi, les premières fois que j'ai eu à parler avec un enjeu, c'était quoi? C'était le brevet des collèges. D'accord. Brevet des collèges, attention, t'as une note à la fin. Et puis la deuxième fois, c'était le baccalauréat. Attention, t'as une note à la fin. Et puis après, celle d'après, c'était mon stage. Attention, t'auras le stage ou pas. Et puis celle d'après, c'est mon premier emploi. En fait, je crois qu'en France, on met derrière la parole beaucoup trop d'enjeux. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, j'ai 3 ans, je reviens de vacances, je fais un exercice qui s'appelle le show and tell. Je ramène un souvenir de vacances, j'en parle devant mes camarades, il n'y a pas de note à la fin. Et donc, je peux parler de quelque chose qui est important pour moi, qui me fait plaisir. J'associe parler en public avec cette idée de plaisir, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Je parle de quelque chose que j'aime bien. Première chose. Deuxième chose, je crois pas que dans un système où tu as 30, 40 élèves dans une classe, tu puisses mettre en avant l'oral, tu mets en avant l'écrit, je prends vos copies, je les corrige, je vous les rends. Tout à fait. Et après, tu as d'autres choses aussi. Je crois qu'on est un pays dans lequel le théâtre a beaucoup marqué les esprits, dans lequel l'écrit est plus important que l'oral. Et tu sais, pour beaucoup, parler en public, c'est apprendre un texte par cœur et recracher à un public en vie de la matière morte. Les premières poésies qu'on avait à faire, je la refais? Ouais, s'il te plaît. Carrément. Pas un public en vie de la matière morte. C'est ça. La matière morte, c'est quoi? C'est un texte appris par cœur, c'est un texte écrit. Matière morte, le public est en vie. Ah, en vie. Ok, d'accord. Il vit, il a besoin d'avoir quelque chose d'instantané, quelque chose de spontané. J'ai pas un texte appris quand on se parle, j'ai pas de script. Ouais. Comment se fait-il que j'apprends un script pour redonner ça? Donnez-moi le PDF, je sais lire. On a besoin d'une relation, de quelque chose de spontané. Et en France, c'est la poésie. Quand on était au CP, au CE1, tu passais devant tout le monde et tu avais 20 sur 20 quand tu disais exactement ce qui est écrit. Tu perdais des points quand tu oubliais un mot, etc. Tout à fait. Donc je crois que très tôt, on nous a habitués à parler devant des gens avec un support prédéfini. Si bien que tu as plein de gens qui te diront, moi, si je dois improviser, si j'ai pas préparé, qui veut dire apprendre par cœur souvent, si j'ai pas préparé, je sais pas faire. La vérité, c'est qu'on a des milliards de neurones derrière nos 2 yeux. C'est pas possible. Si on pouvait voir nos neurones, on serait très rassuré sur notre capacité à improviser, mais on le voit pas. Donc on se dit, c'est un peu comme ce cheval. On est habitué à avoir J'aime beaucoup cette image. Tu vois l'image? Oui, c'est pas là. Eh ben voilà. Maintenant, j'y crois plus. Je sais. Mais non, en fait, on est tout à fait capable d'improviser. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On ne fait que ça. Mais on croit qu'on sait plus faire. On croit qu'on ne l'est plus capable. Alors, je suis d'accord avec toi.
Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis aux gens qui, eux, ne préparent pas? Parce que justement, ils sont trop dans l'improvisation. Et je pense que ce sont des personnes qui ont perçu le fait de préparer leur prise de parole en public, comme comme les mettant dans un carcan, tu vois, comme étant un bloquant. Là, j'ai eu cette expérience récemment. Je vais même pas dire à quel événement parce que je pense que certains pourraient se faire une idée des personnes dont je parle. Mais on avait un événement, grand événement, et j'ai parlé avec deux des intervenants. Et à chaque fois, ils me disaient, je vais pas préparer. Je vais y aller tranquille. Parce que je vais parler comme je suis. Et quand je les ai écoutés, je me dis, ah, ça se voit que c'est pas préparé. Et c'est dommage, tu vois, parce qu'il y a des redites, parce que il y a pas de structuration, on sait pas où les gens vont, donc ils n'arrivent pas à nous amener avec eux. Et paradoxalement, ce samedi, j'avais une prise de parole aussi lors du gala de Nekao, notre partenaire que je salue, et j'ai extrêmement préparé. Vraiment, je pense que dans la journée, j'ai dû passer 3 heures à préparer mon intervention. Tu t'as préparé comment? T'as écrit? J'ai pas tellement tout écrit, mais je structurais les arguments dans ma tête. J'avais les questions. Ouais. Et par rapport aux questions, je savais que voici les points que je voulais aborder. Mais je rédigeais pas tout le discours avec des phrases complètes. Quand l'intervention est arrivée, j'ai pas du tout repris ce que j'avais en tête. Mais je savais aller chercher dans tout ce que j'ai lu, tout ce que j'avais déjà écrit, les éléments à évoquer. Et j'avais une structure globale en tête. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais il faut préparer. Bien sûr. Et c'est la préparation qui te permet d'être libre. Je sais pas si tu vois ce que je veux entendre. Je vois totalement, parce que ta préparation telle que tu l'évoques, t'a rassuré. Totalement. Rassuré, ce qui m'a permis de m'autoriser à aller au-delà. Parce que le public me permet d'aller au-delà. L'instant me permet d'aller au-delà. Alors, ce que tu évoques, c'est quoi? C'est quand la préparation n'est pas adéquate, elle devient une prison. Et l'objectif de l'orateur qui a trop écrit, c'est je dois redire ce que j'ai prévu. C'est pas ça une prise de parole. Si c'est ça votre objectif, donnez-nous le PDF, on sait lire aussi. Ce n'est pas ça. Moi, je crois qu'il faut préparer sans se créer des prisons, sans tout écrire, mais avoir ce niveau de préparation qui me rassure, une structure, des anecdotes, des phrases bien ciselées et qui, lorsqu'elles vont être dites, vont faire mouche, mais en aucun cas, je dois être un acteur qui dit ce qui est prévu. Ce n'est plus de l'art oratoire, c'est du théâtre. Deux arts cousins, mais pas frères jumeaux. Mais comment le théâtre, ça reste agréable à entendre? Carrément. Donc finalement, on pourrait dire que il faut faire du théâtre quand tu parles à ton équipe, apprendre un texte par cœur, mais c'est juste ta capacité à le déclamer, à l'interpréter qui va faire la qualité, non? Bah, c'est passionnant ce que tu dis, Tanguy, parce que moi j'ai beaucoup réfléchi à la distinction entre le théâtre et l'art oratoire. Théâtre, je suis un personnage, du latin persona, qui veut dire masque de théâtre. Là, si je suis dans un personnage, si je fais du théâtre, c'est pas Nicolas. D'accord. C'est quelqu'un d'autre, c'est Tartuffe, etc. Pour moi, c'est pas du théâtre, c'est de l'art oratoire, ce qui veut dire que je suis pas dans un personnage, mais je suis dans un rôle. Formateur en prise de parole, rôle de parent, rôle de directeur, rôle de manager. Et ce rôle, c'est pas le masque qui va me permettre de le mettre et de le faire. C'est la veste. Et ça, c'est une différence importante parce que si c'est le masque, je suis quelqu'un d'autre. Si c'est la veste, je suis dans un rôle. Cousin et pas frère jumeau, je suis dans un rôle, je l'assume à fond, formateur à 100%. Je ne suis pas quelqu'un d'autre quand je suis face à mon public. Ils ne sont pas venus voir quelqu'un d'autre. Ils sont venus voir un rôle de formateur. Elle est là la différence. Je ne suis pas un personnage, mais j'assume à fond la veste, théorie de la veste, fonction, rôle et pas personnage. D'accord. J'entends. L'idée, c'est que les gens qui sont au théâtre sont une autre personne que celle qui parle, enfin qui parle devant eux. Donc tu joues, je sais pas quel acteur, Molière. Molière, c'est un acteur? Bah, Molière, c'est celui qui écrit. Ouais, mais du coup, il a un personnage comme Tartuffe, par exemple. Tartuffe ou le bourgeois gentilhomme que j'avais en tête. Et donc, c'est ce personnage-là qu'on vient voir, et donc qui est différent de la personne qui s'exprime. Alors que dans la prise de parole en public, il y a toujours cette notion d'authenticité dont on parle beaucoup. Et donc, c'est toi, en tant que Nicolas, en tant que Tanguy, qui t'exprime. Et donc, tu ne vas pas jouer le rôle. C'est ça, en fait, hein. Et donc, tu vas pas réciter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui doit venir de tes propres tripes. Exactement. Je suis à la fois l'auteur
et l'orateur. L'auteur AUTER, j'écris mon propre rôle et l'orateur puisque je l'incarne devant le public. Elle est là la différence. Et je pense qu'elle est importante notamment pour des personnes, tu sais, qui s'autorisent pas à être un peu extravagantes, qui s'autorisent pas à prendre plus de place. Parce que moi, je suis pas un acteur, je fais pas du théâtre. Bah, cette différence conceptuelle, elle permet d'assumer à 100% le rôle. Je suis à fond formateur. Et si demain on me dit t'es quelqu'un d'autre, je dis non parce que je suis responsable et j'assume mes paroles. Si j'étais dans une posture d'acteur, peut-être aurais-je des mots ou des paroles qui ne correspondent pas à ce que je pense vraiment. Intéressant. Et qu'est-ce que tu dis du coup à ces personnes-là qui se disent voilà, moi j'ai pas besoin de me préparer. Quels sont les quelques mots que tu emploierais pour les convaincre de se préparer, de préparer systématiquement leur prise de parole en public? J'essaierai de comprendre pourquoi elles pensent qu'elles n'ont pas besoin de se préparer. Ouais. Et tu sais, quand on creuse souvent, c'est parce que, comme tu l'as dit, elles pensent que la préparation va les inhiber. Mais je pense que ce n'est pas la préparation qui les inhibe. C'est une mauvaise préparation qui les inhibe. La préparation permet d'aller marquer ces petits points en plus, de faire cette différence, parce que la préparation, c'est par exemple trouver cette phrase marquante. On parlait de la mémoire, donner de la mémoire à l'éphémère. C'est la préparation qui m'a permis de trouver cette phrase. J'aurais pu me dire, j'y vais pas. Tout à fait. Tu vois ? La préparation, au-delà de rassurer, elle peut aider à faire la différence. Je pense que c'est l'idée à retenir. Et plus on est à l'aise, plus la préparation va être différente. Ça peut être ces petites phrases, ça peut être cette petite chose en plus. Je dirais, si vous avez de l'ambition, préparez-vous. Si vous n'en avez pas, allez-y comme ça. C'est vous qui voyez, quoi. Parce que, en fait, il y a rien de plus malheureux, je trouve, que des gens qui ont, par exemple, un parcours extraordinaire, qui ont fait de très belles choses, mais qui sont incapables de pouvoir les communiquer. Parce que finalement, tu te prives de l'impact que tu pourrais avoir, parce que forcément, cet impact-là, c'est sur les autres. Et si tu n'arrives pas à dire les mots qui vont toucher les autres, bah, finalement, tu n'avances pas. Et pourquoi c'est important par rapport à la façon de comprendre le discours, donc de ton public, pourquoi c'est important d'avoir cette trame, d'avoir cette structure, d'avoir des exemples? Pourquoi est-ce que tous ces éléments-là sont pertinents quand tu parles à quelqu'un? Alors, sont importants plutôt. Ouais, pourquoi c'est important? C'est parce que communiquer, c'est faire passer le message. Pour que le message passe, il doit être structuré et clair. Il doit suivre un certain chemin. Il doit suivre un certain schéma. Quand je dois venir ici dans ce studio, j'utilise Google Maps. J'ai besoin d'un chemin. Si je n'ai pas le chemin, je vais me perdre. Je ne saurai pas où aller. Ben, c'est exactement pareil avec la structure. J'ai un message. Maintenant, il me faut un chemin. Il me faut un schéma pour savoir comment le donner, ce message, à mon public. Sans chemin, sans schéma, je me perds, je suis moins éloquent. Et puis, il y a aussi autre chose. Si je n'ai pas eu le temps, parce que je suis pris un petit peu à l'improviste, c'est imprévu, le fait de connaître le chemin va me permettre de pouvoir marcher tout en réfléchissant, tout en parlant. Souvent, on me dit, moi, j'ai du mal à improviser. En fait, on a du mal parce qu'on ne sait pas quel chemin suivre. Moi, j'ai une structure. La structure classique est super connue. Je commence avec une accroche, je raconte une histoire, je donne un message, des arguments, réfute, une digression si besoin, et je conclus. Le fait de connaître ce chemin, ça me permet, si demain on m'interroge sur un sujet que je dois passer, que j'ai pas eu le temps de parler, je saurai où mettre les pieds. Petit à petit, la personne en face se dira c'est préparé. Je lui dirai non. Je l'improvise parce que je sais où je dois mettre les pieds. C'est ça aussi l'intérêt, pouvoir parler sans avoir eu le temps de se préparer, en fait. C'est intéressant. Et est-ce que tu as un exemple d'une personne que tu as accompagnée de A à Z et qui a eu une évolution significative? Grave. Paradoxalement, c'est pas un paradoxe d'ailleurs, mais c'était en visio. Manager américain, enfin il est français, mais il est aux États-Unis. Monsieur Parfait. Ah ouais? Monsieur Parfait, qu'est-ce que j'entends par là? J'ai toujours été premier de ma classe. J'ai fait du piano quand j'étais petit. Et puis moi, c'était super important quand je faisais les représentations, de bien faire. Ça me mettait un vrai stress. Et puis moi, je voulais réussir, donc je suis parti aux États-Unis. Et puis quand j'ai des prises de parole, je les apprends par cœur. Beaucoup de pression, beaucoup de stress. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'être là. Toute la pression, toute l'anxiété que j'ai, toute cette préparation m'a permis d'être là. Donc c'est un peu ce profil-là. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître. Beaucoup de pression. Parce qu'il faut réussir. Et cette personne, ce qu'on a fait ensemble et qui l'a aidé
à être plus à l'aise dans ses prises de parole et vraiment à éviter, donc à assumer, ça a été de, à côté de ce pied de l'affirmation de soi, de il faut que je travaille, il faut que je réussisse, etc., de voir dans le lâcher prise un intérêt oratoire. Très concrètement, une forme de lâcher prise que je trouve géniale, c'est de se dire que si on veut être éloquent, je dois trouver une façon non impudique, et pour moi et pour le public, d'exprimer mon émotion, notamment ma peur. Souvent, en fait, une des peurs qu'on a quand on prend la parole, c'est imagine Tanguy, je parle et ma voix se met à trembler. Imagine si je me mets à parler comme ça va être assez difficile, et puis comment je vais faire? Voilà, désolé pour le confort d'écoute. La peur qu'on a, c'est ça. Comment je fais pour être à l'aise avec ça? Je dois trouver une façon de l'exprimer. Et vu que souvent on s'autorise pas à l'exprimer, ça s'exprime à nos dépens. Donc je suis pas à l'aise. Si je trouve une façon de l'exprimer, écoutez, je suis un petit peu ému, je vais pas vous le cacher, c'est un plaisir pour moi d'être à ce podcast. Si je trouve une façon de l'exprimer, je l'assume. Si je l'assume, je l'accepte. Si je l'accepte, je n'ai plus peur que ça se voit parce que je suis le premier à l'afficher. Cette personne, ce qu'elle a compris, c'est que tout le parcours qu'elle avait, c'était génial. Mais si elle voulait être encore plus professionnelle, elle devait ajouter cette dimension, assumer la peur. Et je crois qu'on est dans une société dans laquelle, si ta peur, c'est la honte. Or, si tu veux être éloquent, il faut apprendre à assumer et à faire de la peur un atout, plus que quelque chose qui doit surtout pas se voir quand on s'exprime. Et à partir de tout ce qu'on s'en a dit là, ça fait au moins, je pense, une bonne demi-heure qu'on parle, tout le monde se dit, ah ben oui, c'est vrai, j'ai ce besoin, mais oui, dans telle ou telle situation, je vais avoir besoin. Ok. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne passent pas à l'action, selon toi? Je le ferai plus tard. Tu vois, j'aurai le temps plus tard. Si on se rendait compte à quel point t'as plein de gens qui passent à l'action, qui attendent pas plus tard, on irait. Tout à fait. Souvent, on attend d'être dos au mur. On attend d'avoir cette prise de parole le 28 novembre 2025, où je sais qu'il y aura 200 personnes. Parce que on est un peu myope, hein. On voit pas très loin. On voit pas à long terme. Et les gens qui viennent, c'est qui? C'est des gens effectivement qui ont cette échéance. Ce sont des personnes qui souvent aussi ont vécu la douleur de rater ou de passer à côté d'une opportunité ou d'une prise de parole. C'était tellement horrible. Je veux plus jamais revivre ça. Je suis prêt à mettre l'argent qu'il faut, les milliers d'euros qu'il faut, mais je t'assure que plus jamais. Je parle de moi en disant ça. Qu'est-ce qui a fait que je suis formateur? Moi, je sais ce que c'est la panique. Je sais ce que c'est que t'es là, t'as envie de fuir. Et puis en même temps, tu rentres chez toi, t'as honte de toi, tu te mets à te détester, t'as pas confiance en toi. Bref, j'ai même pas envie de revenir là-dedans, mais je m'en veux, moi, tu vois, d'avoir eu à attendre de vivre ça, même si je l'ai vécu relativement tôt avec Sciences Po et tout ça. Mais oui, si on a vraiment de l'ambition, si on est vraiment sérieux, on se donne les moyens avant d'être dos au mur. Mais bon, après, c'est un peu la nature humaine. Est-ce qu'il faut être mis face à ses limites pour pouvoir et vouloir aller au-delà? Ça dépend un peu des gens. Oui, mais ce que tu dis, c'est que le fait de ne pas prendre la parole en public, de ne pas être préparé à prendre la parole en public, ça t'expose à de graves difficultés. Graves, toute proportion gardée, on est d'accord. Mais cet exemple dont tu parles là, et je pense ça nous est tous arrivé au moins une fois, on devait prendre la parole et on a été mauvais. Et quand on dit prendre la parole, c'est pas forcément se retrouver devant 200 personnes, 300 personnes. T'avais une réunion, t'avais un dossier à défendre et t'as pas été à la hauteur. Et ce dossier n'est pas passé. Voilà. Tu devais négocier même toi ta prime ou autre et t'as pas été à la hauteur. C'est pas passé. Et finalement, il faut que tu sois préparé pour éviter que ce genre de choses n'arrivent. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et en fait, le paradoxe, c'est quoi? C'est je ne vois pas ce que j'ai manqué comme opportunité parce que par définition, je ne les ai pas eues, ces opportunités, vu que j'ai raté. Mais si j'avais une idée de l'opportunité, de cette rencontre que j'aurais pu faire, cette mise en relation, si j'avais une idée, me vient quelque chose à l'esprit. Tu sais, moi, j'aurais jamais dû faire ce métier. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'ENS, etc. J'aurais jamais dû faire ça. Tu devais être journaliste ou diplomate. Ouais. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Carrément, j'avais dit ambassadeur, diplomate. Ouais. Et je vais te dire un truc. Je rentrais d'Afrique du Sud, j'ai fait 8 mois en Afrique du Sud, un échange. Je fais un cours d'entrepreneuriat à Sciences Po et j'étais dans un mindset, j'ai confiance en moi, je me développe, je travaille sur mon art oratoire. Je me présente parce qu'il fallait se présenter devant tout le monde. Et c'est au moment où je me présente, le soir, je rentre chez moi, je vois sur Facebook une personne qui m'écrit, qui me dit « Waouh, j'ai trouvé ta présentation super inspirante. Est-ce que ça te dirait de faire partie d'une association d'art oratoire ?» Si Tanguy, si je n'avais pas bossé ma présentation, mon art oratoire, si je ne savais pas parler à ce moment-là,
je ne ferai pas ce métier parce que c'est grâce à ça derrière que j'ai été formateur, que je me suis formé. C'est une opportunité que je n'ai pas vue parce qu'elle a été réussie. De la même façon, si je l'avais manqué, je ne l'aurais pas vue. Je m'en serais pas rendu compte. Et c'est ce qui se passe au quotidien. On se rend pas compte de toutes les opportunités manquées parce que on maîtrise pas la compétence. Tout à fait. Mais tu dois avoir, toi, des exemples de personnes que tu as accompagnées et qui ont eu des résultats significatifs parce qu'ils ont eu cette bonne formation là en prise de parole publique. Grave. Souvent, ce sont des appels à projets remportés. Ce sont des oraux dans le cadre de concours réussis. Pas plus tard qu'il y a, la semaine dernière, personne qui est en train de passer l'oral du CRFPA donc pour devenir avocate, qui a réussi, qui avait bien sûr réussi l'écrit. Ce sont aussi des évolutions professionnelles qui sont réussies. Ce sont des débuts de poste quand on commence son activité professionnelle qui sont réussis. Ce sont des discours quand on est élu qui sont réussis, qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans des élections, par exemple. Donc oui, mais comme on le disait, quand c'est réussi, on s'en rend pas compte. Ça fait partie du flow. Quand c'est pas réussi, on ne s'en rend pas compte non plus, puisque personne n'est venu à nous, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et on a parlé tout à l'heure, tu l'as brièvement évoqué, de l'assertivité. Yes. C'est une notion que j'ai découverte assez récemment, peut-être ça doit faire moins d'un an avec Yoa, ma coach que tu connais bien maintenant. Qui est génial d'ailleurs, je recommande grandement ses services. Merci. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, l'assertivité? Ouais, l'assertivité, ça nous vient des États-Unis, en tout cas le concept. S'affirmer, dire ce qu'on pense sans blesser, prendre sa place sans prendre celle de l'autre. Si tu veux, c'est ce qui permet, dans un échange, dans une situation conflictuelle ou potentiellement conflictuelle, d'éviter l'agressivité, d'éviter la passivité, d'éviter la manipulation. Tu connais hein, les sous-entendus, ce serait dommage que tu fasses ça. Non, sois clair, ça c'est de la manipulation. C'est ce qui permet d'avoir un échange avec quelqu'un qui est sain, d'entretenir la relation dans la durée et au fond, de prendre sa place, faire preuve de leadership. Bref, c'est plein de choses positives. Et pareil, souvent, c'est du tacite, c'est de la compétence qui ne s'apprend pas. La vérité, c'est qu'on peut vraiment beaucoup la bosser sans avoir à être en situation conflictuelle. Alors comment? Parce que nous, le contexte dans lequel on l'emploie avec Yoa, c'est parce que je suis hyper sollicité. C'est-à-dire que ce soit sur LinkedIn, mais même dans la vie, tout le temps, on me demande des choses. Viens, est-ce que tu peux venir à tel événement? On s'est retrouvé il y a pas longtemps avec Kevin dans un café où quelqu'un me disait, mais viens à mon événement, viens. Or, je suis quelqu'un qui dit oui à tout, en tout cas qui a énormément de mal à dire non. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est que l'assertivité t'aide à dire non sans blesser l'autre. Comment est-ce que tu peux développer ça? Carrément, l'approche pragmatique, dire non, répondre à une critique, faire une demande. Clairement, l'assertivité permet ça. Il y a des méthodes très concrètement qui permettent ça. La communication non violente, je parle de mon sentiment, je parle de mon besoin. La méthode sandwich, qui est très connue, mais qui est beaucoup galvaudée, parce que mal utilisée, assimilée à de la manipulation. Est-ce que tu peux l'expliquer, sandwich? Carrément, la méthode sandwich, c'est quoi? C'est, je commence d'abord par valoriser mon interlocuteur, avant d'enchaîner avec la critique, et je termine avec de nouveau quelque chose de valorisant pour la personne qui est en face. Pourquoi elle est galvaudée, cette méthode? C'est parce que, franchement, la plupart des sandwichs qu'on fait sont indigestes. C'est une tranche de pain, c'est un moment sympa qui dure 10 secondes, je descends la personne pendant 20 minutes, et après, je suis sympa 10 secondes de nouveau, comme ça, je lui dis bon appétit. Moi, j'en veux pas de ce sandwich. C'est un mauvais sandwich, c'est de la manipulation. L'autre écueil, c'est quoi? C'est le Big Mac. C'est je suis sympa, je suis critique, je suis sympa. Attends, on parlait quand même du retard, donc je vais remettre un peu de critique, et puis non, il faut que je termine par du positif. Attends, je remets un petit peu de critique parce que c'est le sujet. Non. L'autre écueil que je vois, c'est la tartine. J'oublie de refermer ou de commencer par du positif, et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand t'as des mecs qui vont te dire, t'es quelqu'un de génial. Par contre, niveau management, c'est pas top, mais sinon, c'était vraiment super d'aller au match du PSG avec toi. Et là, t'as envie de leur dire, mais en fait, tu me prends vraiment pour un guignol. Pardon de le dire comme ça. Parce que ça, c'est de la manipulation. La méthode sandwich, c'est, je pense vraiment la chose positive que je dis à la personne. L'idéal, c'est même qu'en le disant, je suggère même pas la suite. Tu sais, j'évite le cependant. Je dis vraiment ce qui me parle. Dedans, je parle de mes sentiments, mon besoin, et je termine de nouveau par du positif. Je vais donner un exemple. Imaginons, tu vois, que j'ai un collaborateur qui arrive en retard. Je vais commencer par lui dire que voilà, depuis son arrivée dans la boîte, ça m'a vraiment soulagé, ça me fait vraiment du bien et je suis super content d'avoir cette personne avec moi. Et pour aller plus loin, je voudrais qu'on trouve une solution pour que la personne arrive à l'heure et pour qu'elle soit plus assidue. Et si je lui dis ça, si je lui en parle, c'est parce que j'ai totalement confiance en sa capacité à trouver une solution et à entendre ce que je dis. Voilà. Un retour comme ça, on prend jamais le temps,
Mais évidemment qu'en face, on a quelqu'un qui est pas blessé. Évidemment qu'en face, on montre qu'on ne trouve pas un coupable. Je cherche pas un coupable, je cherche une solution. Et ça, c'est être assertif. En 10 ans, on a parlé à plus de 1000 entrepreneurs. Et bien souvent, quand vous parlez avec les entrepreneurs, ils pensent tous que leur problème vient du manque de financement. Mais quand on les écoute, quand on écoute leurs problématiques, on comprend très bien que la vérité, la difficulté est ailleurs. Les entrepreneurs se plaignent du manque de cash. Premier trimestre en haut, deuxième trimestre en bas, troisième trimestre en haut. Et ça, c'est un problème de gestion de la trésorerie. Ils se plaignent aussi des relations avec les salariés. Ils ont du mal à transmettre leur savoir à tous leurs employés ou ils ont du mal à retenir les talents ou à choisir le bon talent pour la bonne tâche. Autre problématique qu'ils rencontrent, c'est cette difficulté qui consiste à savoir quelle décision prendre pour le bien-être de la boîte. Est-ce que j'ouvre cette boutique maintenant? Est-ce que je vais à l'international tout de suite? Quelle est la stratégie pour la pérennité de mon entreprise? Enfin, l'entrepreneur se plaint souvent de la solitude. Quand on est entrepreneur, on ne sait pas à qui on peut parler pour se confier sur les problématiques que l'on rencontre dans sa boîte. Pour tous ces problèmes, nous avons une solution, qui sont les Kali Business Club. Qu'est-ce que c'est? C'est des clubs privés dans lesquels on va apporter à l'entrepreneur la formation et les mentors pour lui permettre d'exploser le plafond de verre et de devenir véritablement un entrepreneur accompli et de dépasser ses limites. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là? On va faire des formations en matière de leadership, des formations en matière de gestion d'entreprise, en matière également de marketing et communication et de stratégie d'entreprise. À côté de ça, on organisera des dîners avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi ce pourquoi en tant qu'entrepreneur vous vous battez tous les jours et qui sont à disposition pour vous mentorer. Qui peut intégrer le club? Il ne s'agit pas d'un club pour les créateurs d'entreprises. C'est un club pour les dirigeants, pour les entrepreneurs qui font déjà plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Comment faire pour s'inscrire? Si vous voulez plus d'informations, allez dans la description du podcast et vous aurez tout pour savoir comment vous pouvez rejoindre ce club qui vous permettra, je le sais, grâce aux formateurs qu'on a sélectionnés, grâce aux mentors qui seront à votre disposition pour vous accompagner, eh bien, vous aurez toutes les clés pour pouvoir exploser le plafond de verre et déployer votre entreprise. Et qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés, on ne l'est pas justement assertif? Il y a une expression, moi, qui me parle, les micro-lâchetés du quotidien. Ok. C'est plus simple de rien dire. C'est plus simple, on verra plus tard. Hein. C'est plus simple de pas répondre parce qu'on a peur de blesser et parce qu'on a du mal à s'affirmer. Il y a ça. La relation a potentiellement beaucoup d'enjeux. Et puis, la passivité est plus simple. Je crois qu'il faut un certain courage, un peu d'audace pour oser dire ce que je pense sans blesser. Mais tu vois, sur le long terme, je pense que l'assertivité est plus intéressante parce qu'elle permet de développer la confiance en soi, l'estime de soi. Et même, je pense qu'elle est meilleure pour la relation plutôt que quelque chose qui est peu clair ou qui n'est pas tracé. Voilà, j'ose pas dire non, etc. Je pense qu'on préfère un non à une absence de réponse. Tout à fait. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Tu le disais tout à l'heure, Tanguy. Ce que ces personnes oublient, c'est que c'est à elles qu'elles disent non. C'est-à-dire que si je dis non à personne, moi, je me dis non. J'aurais préféré, tu vois, rester chez moi. J'aurais préféré faire ceci, faire cela. Et vu que je dis oui à tout le monde, c'est à moi que je dis non. Tout à fait. Tu vois, ou à tes proches. Ou à tes proches. Ou à ta femme, Oui, tout à fait. Dire non sans le dire, quoi. Et ça, tu vois, moi, je prends mes grands airs pour dire ça. Dans le cadre professionnel, je pense que je suis très assertif. Dans le cadre personnel, je le suis beaucoup moins. Et ça, c'est le cas de tout le monde. On est beaucoup moins parce qu'on est dans l'affect, on est dans l'émotion, on est dans le limbique, le reptilien. Ça, pour le coup, c'est encore un autre travail. Non, c'est hyper intéressant. Et ce que je comprends, en fait, quand je t'entends parler, c'est que tu interviens donc sur les sujets de posture qui te permettent le regard, la tenue, mais aussi sur le fond du discours finalement. Parce que l'assertivité, c'est pas des éléments de posture. C'est vraiment le fond de comment on s'exprime au final et comment est-ce qu'on interagit avec l'autre, mais pas que sur la forme. C'est ça? Ouais, c'est ça. En particulier, tu sais, quand on a à répondre aux questions qui peuvent être un peu délicates. Là, c'est super important de faire preuve d'assertivité. Totalement. Tu vois, me vient un exemple, on a tous vu, Will Smith, qui malheureusement, aux Oscars, la cérémonie des Oscars présentée par Chris Rock,
Tu vois, dans cette situation, pour te dire à quel point l'assertivité, c'est super important, dans cette situation, si Will Smith se lève, prend le micro et dit, écoute, moi, ma femme souffre d'alopécie, et je sais à quel point c'est difficile pour toutes ces personnes qui en souffrent. Je te rends le micro et je te remercie. À ce moment-là, s'il dit ça, il a toujours tous ses Oscars. S'il dit ça, il n'est plus la personne qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, uniquement pour ce qui s'est passé. S'il avait fait preuve d'assertivité, il aurait gardé les 20 ans, les 30 ans de carrière. Mais vu qu'il n'a pas réussi, parce que je suis dans le limbique, je suis dans l'émotion, je suis dans les valeurs qui sont touchées, on essaie de m'humilier, on manque de respect, je bascule dans l'agressivité, ma carrière disparaît. Voilà ce que c'est l'assertivité. C'est pas juste être gentil, et c'est surtout pas d'ailleurs être gentil, c'est s'affirmer sans blesser. Ah, c'est top. C'est top parce que l'exemple de Will Smith, je pense qu'il est ultra parlant, que chacun comprendra dans quelle mesure c'est essentiel dans sa vie personnelle de ne pas se laisser dépasser par les émotions au final. C'est un élément, un outil, tout à l'heure tu as parlé des outils, c'est un outil qui permet de comment on appelle ça, dégoupiller la grenade qui est en nous là, ou plutôt même de l'éteindre, de l'étouffer, et de faire en sorte que on ne réagisse pas de manière, tout à l'heure t'as parlé de limbique, donc de manière surémotionnelle. C'est ça en fait, hein. C'est exactement ça. C'est un état d'esprit, hein, l'assertivité, plus que des méthodes ou des techniques. D'accord. Un état d'esprit qui demande d'être positif et constructif déjà. Tu vois, quand t'étais petit, quand j'étais petit, quand on cassait un verre à la maison, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on cherchait à savoir qui a cassé le verre? Là, on cherche un coupable. Est-ce qu'on cherchait, quand est-ce qu'on va aller à Ikea pour en racheter un autre? Positif d'ailleurs, en parlant du verre, est-ce qu'on le voyait à moitié plein, à moitié vide? Les personnes assertives sont positives et constructives, elles sont calmes, elles sont fermes. Il y a des limites. Madame, je peux pas vous laisser dire ça. Non, monsieur, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et ça veut pas dire fermées, ça veut dire qu'elles sont ouvertes aussi. Ouvertes à l'idée que je puisse me tromper. Et puis elles sont curieuses de l'autre. L'autre peut avoir raison, je peux me tromper. Ah, c'est intéressant son point de vue. Il y a cette espèce d'ouverture qui fait que je ressens une émotion. Hein. Les gens assertifs sont aussi des gens très sensibles, parfois hypersensibles, mais qui savent que sur le long terme, la passivité, l'agressivité n'est jamais quelque chose dont on est fier. La seule chose qui me satisfait sur le long terme, c'est dans cette situation, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu péter les plombs. Franchement, j'ai été humain. J'ai donné et j'ai privilégié le sens à l'évitement de la souffrance ou la recherche du plaisir. Et c'est ça, au fond, qui fait que on s'élève au-dessus de la mêlée, quand on privilégie le sens à tout ça. Et les gens qui viennent te voir, chez lesquels tu identifies un problème d'assertivité, ils viennent te voir pourquoi? Dans quelle mesure ces gens-là sont arrivés dans ton cabinet, comme si t'étais médecin, mais il y a un peu de ça, mais dans ton pipe, quoi. À quel moment? Quel était leur problème? Et à quel moment ils se sont dit, il faut que je vienne te voir? Et toi, tu te dis, non, votre problème, ou toi, ton problème, c'est un manque d'assertivité. Yes. Je crois qu'il n'est jamais arrivé que quelqu'un vienne me voir en me disant, je manque d'assertivité. Totalement. Je me doute bien. Voilà. Par contre, la personne a du mal, pour parler en public. Et moi, je sais que quand on a du mal à parler en public, c'est parce qu'on a du mal à s'affirmer. On ne s'en rend pas compte. Mais ce qui fait qu'on est à l'aise dans une situation de prise de parole, c'est quand on assume l'idée que dans cette situation, j'ai du leadership. Je te donne un exemple qui est très parlant. Souvent, quand on fait un tour de table, on connaît pas trop les gens, on peut ne pas être à l'aise. Pourquoi ? Parce que la situation nous met dans une posture d'élève. C'est exactement ce qui se passait quand on était étudiant. Chacun son tour, le prof, moi je suis élève. Si je veux être à l'aise dans cette situation, il faut que j'arrive à me dire comment j'ai du leadership dans cette situation qui veut me mettre dans une posture d'élève. Comment je peux retrouver du leadership en étant légèrement transgressif, c'est-à-dire en ne faisant pas exactement ce qu'on attend de moi. Je peux commencer en disant, écoutez, au-delà de la présentation, déjà, moi c'est un exercice avec lequel j'ai un petit peu de mal. En faisant ça, je suis un petit peu méta. En étant méta, je ne suis pas dans une posture d'élève, je retrouve mon leadership. Qu'est-ce que je te donne être méta ? Méta, ça veut dire méta-communiquer, c'est décrire ce qui fait ou ce qui ne fait pas la communication. D'accord. Par exemple, je peux te dire, Tanguy, en ce moment, je sens que l'échange se passe très bien. T'as vu, je suis méta, je décris l'échange dans lequel je suis en sortant un peu. Prendre de la hauteur. Okay. Si je veux être assertif, je dois être capable de prendre de la hauteur dans la situation. Et souvent, les gens qui ne sont pas à l'aise parler en public sont des personnes qui n'arrivent pas à identifier en quoi elles sont leaders dans la situation et qui se disent, faut absolument que je dise exactement ça, qui deviennent au mieux des premiers de la classe, qui ne seront jamais des leaders. Si je veux être un leader, distance, je m'approprie la situation, je co-construis le cas dans lequel je suis, et ça me permet d'affirmer une personnalité, d'affirmer une identité, et donc d'être assertif. Voilà.
Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'apprends énormément. Et pourtant, je peux dire que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ce sujet de prise de parole en public. Mais je sens que là, tu donnes des clés qui sont assez, vraiment, vraiment pertinentes. Dans ta méthode, il y a une particularité. Je crois qu'il y a que toi que j'ai entendu faire ça, mais peut-être qu'il y en a d'autres, qui est l'utilisation du casque réalité virtuelle. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais, à quoi ça sert et comment est-ce que tu l'utilises? Ouais, carrément. Le digital, le casque de réalité virtuelle, je chausse un casque sur ma tête et je me retrouve face à 80 personnes en Australie dans une salle sur une scène. Mhm. Et là, la scène est bien faite Mhm. et donne l'impression au cerveau d'être face à de vrais gens. Mhm. Je m'expose pour m'entraîner. Je trouve ça génial, c'est une modalité pédagogique qui est encore en train de s'améliorer parce qu'on peut toujours mettre un peu plus de détails dans la salle, le noir, la scène, etc. C'est un exercice que je propose à beaucoup de personnes que j'accompagne en one-to-one. Mhm. Mais au-delà de la réalité virtuelle, je me sers aussi de l'IA, puisque j'ai créé Silence IA. Ok. Silence IA, c'est quoi? C'est un outil, tu parles devant ton écran pendant 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes, et à la fin de cette prise de parole, en 2 à 5 minutes, tu as un retour précis sur ton regard, ta posture, ta gestuelle, ta voix, sur ce que tu as dit, sur le fond de ton propos. Ça permet, si tu veux, d'avoir la radio du médecin. Et après, tu la présentes à ton médecin. Dans le sens où, voilà, tu as une radio, c'est sympa, tu as un feedback, mais ça n'est pas suffisant. Par contre, ça permet de s'entraîner et d'avoir un feedback assez rapide sur sa prestation orale. Donc, silence IA d'un côté, et puis la réalité virtuelle de l'autre. Ok. T'es vraiment dans une optimisation de l'usage d'un outil qui permet d'accompagner toi ton travail de formateur. Et parce que c'est assez rare, je dois te le dire. Ouais. À quel moment t'as eu cette idée d'avoir recours à ce type d'outil-là? À quel moment j'ai eu l'idée de l'IA? C'est quand j'ai pris un verre avec un de mes mentors, Ok. qui s'appelle Cyril de Souza Cardoso, qui est dans l'IA justement. Hmm. Et Cyril me dit, écoute, c'était fin d'année 2023, je t'ai sauvé parce que là, si je t'avais pas parlé de l'IA, il m'en a parlé, il est super inspirant. Si je t'avais pas parlé de l'IA, tu serais resté bloqué en 2023. T'aurais été foutu. T'aurais été foutu parce que l'IA, c'est pas est-ce que j'y vais pas, c'est quand j'y vais, il faut y aller très vite. Il m'a tellement inspiré, pendant qu'on était en train de prendre le verre, j'ai pris la version 4, à l'époque c'était la version max, de ChatGPT. Et je t'en mode, mais il faut que je fasse quelque chose de l'IA, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Comment je peux faire l'IA avec la prise de parole? Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à ça. Et tu vois, quand tu dis ça, ça me fait me rappeler à quel point on se rend pas compte, mais les rencontres, Ouais, totalement. bah, tu t'en rends très bien compte, évidemment, Totalement. font la différence. Donc c'est cette rencontre qui m'a permis de penser à ça. Et puis pour la réalité virtuelle, pareil, ça a été des rencontres, ça a été des, ah, mais c'est marrant, il y a ça, comment je peux penser à ça, le mettre dans mon monde à moi? Donc des rencontres et puis des tests, quoi. Et tout à l'heure, quand on préparait, on discutait avant d'enregistrer, tu as parlé de cette plateforme que tu es en train de créer. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Carrément. Cette plateforme qui a été finalisée en avril 2024 s'appelle Outvoix. Outvoix, c'est quoi? C'est la plateforme des meilleurs formateurs en prise de parole en public francophone. D'accord. Tu as une centaine de formateurs dessus. Mon objectif, c'est quoi? C'est de me dire que, pour moi, une formation, c'est le formateur. Donc, quand tu as des gros organismes, les Ségos, même pas envie de les citer, pour moi, on est sur une escroquerie sans nom. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font payer plus cher les apprenants et qui payent moins cher les formateurs qui font les formations. Or, c'est pas Ségos qui te forme. Ouais. C'est Daniel Fabrice qui fait la formation. Totalement. Donc, on est sur une espèce d'incohérence. On paye la marque, mais la marque, ce n'est rien. C'est la personnalité, c'est l'humain. C'est ce que ça me parle, c'est ce qui me parle, est-ce qu'il y a des outils. Donc, mon idée, c'était de me dire, je ne veux plus que des gros acteurs se servent de leur marque pour faire des marges sur le dos et des apprenants et des formateurs qui, eux, par ailleurs, sont payés moins cher. C'est pourquoi j'ai créé cette plateforme en me disant, les apprenants vont pouvoir contacter directement les formateurs qui sont dessus. Et cette plateforme m'a permis aussi de mettre en avant une formation qui, là aussi, est assez innovante et unique sur le marché, qui est la formation devenir un formateur en prise de parole en public d'exception. C'est-à-dire que je propose aujourd'hui une formation pour les comédiens, les gens qui sont un petit peu dans le monde de l'acting ou qui journalistes, etc., et qui veulent se professionnaliser pour devenir formateurs en prise de parole. Ils ont les compétences, ils ont la connaissance, ils ont l'entraînement, puisqu'il y a pas mal de coaching qui sont prévus. Et l'idée pour moi, c'était de professionnaliser le métier. C'est encore un néo-métier. Il n'y a pas de formation pour devenir formateur en prise de parole. Enfin, s'il y a celle-ci. Mais auparavant, il n'y en avait pas. Mais, alors, là où je m'interroge, c'est ce que tu viens de dire. C'est quand les gens viennent, ils viennent pour le formateur et non pour la structure.
Le problème, c'est que là, les gens qui vont t'écouter, ils vont se dire, mais moi, je veux que ce soit Nicolas qui me coach. Mais Nicolas n'a que 24 heures comme tous les humains. Comment est-ce que, en travaillant, avec les personnes qui sont sur à haute sphère, à haute voix. À haute voix, pardon. Excuse-moi. À haute voix. Comment est-ce que ces gens-là seront assurés de retrouver cette expertise que l'on entend chez toi? Alors, une des valeurs ajoutées d'à haute voix, c'est que quand tu vas solliciter un formateur via la plateforme, tu as automatiquement accès à un e-learning de 4 heures que j'ai créé. Ok. Donc, il y a un petit peu de moi. Maintenant, la promesse, c'est pas d'assurer aux personnes qu'ils auront mon expertise, mais c'est de leur assurer qu'ils auront un expert. Avec ses spécificités, avec son lieu de travail, avec, tu vois, son histoire, avec sa pédagogie. Maintenant, si les personnes veulent travailler avec moi, je reste disponible, tu vois, avec ma spécificité, avec mon histoire, avec ce qui est important pour moi. Mais j'ai compris avec du recul que la concurrence existe dans la tête et j'ai absolument pas de concurrent parce que je vois un peu ce qui existe sur le marché de la formation prise de parole. Je me sens tellement différent. Je me sens tellement avec une histoire unique, etc. Donc, autant au début, avant, j'étais un petit peu effrayé. Oh, il y a plein de nouveaux formateurs qui arrivent. Aujourd'hui, je m'en réjouis. Mais franchement. D'accord. Parce que je les forme, parce que je les mets en avant et parce que je sais que dans un monde professionnel, dans un business, quand tu arrives à mettre en avant tes confrères, en général, c'est que ça se passe plutôt bien, quoi. C'est vrai. Mais quand tu dis tu as confiance dans ta singularité, ton ipséité, comme je dis souvent, quelle est-elle, cette singularité? Quelle est la spécificité de la méthode Nicolas Mel? Yes. Ou de la méthode silence, peut-être. Faudrait voir, mais... C'est l'idée, hein. C'est l'idée. Quelle est la spécificité? Tu vois, il y a un mot qu'on disait beaucoup à Sciences Po. Pour moi, elle est pluridisciplinaire. Okay. Cette spécificité. D'abord, une approche psychologique assumée. La peur n'est pas qu'une question de maîtrise. La peur n'est pas qu'une question de préparation. La peur, c'est aussi quelque chose de psychologique et de personnel. 1. 2. Un travail sur les outils de l'orateur. 3. Un travail sur le fond aussi. Et ça, beaucoup de personnes ne le font pas parce que je suis comédien et ça m'intéresse pas. Des modalités pédagogiques innovantes. Silencia. C'est vrai. Ainsi que le casque de réalité virtuelle. Et 5, je me permets de le citer, j'ai, je crois, un parcours qui légitime la posture que je mets en avant, à savoir que je sais ce que c'est que d'être un profil timide, anxieux, angoissé. On pourrait se dire, tout le monde... Non, beaucoup de personnes ne sont pas dans ce cas de figure-là. Moi, je suis pas un acteur, je suis pas, un journaliste, etc. Et j'ai commencé ma vie professionnelle, quasiment, en faisant que ça. Donc, je suis focus sur qu'est-ce qui permet à une personne de s'améliorer, qu'est-ce qui permet... Ce n'est pas un plan B pour moi, la formation en prise de parole. C'est pas une seconde carrière. C'est ma vie. Je passe mes week-ends dedans, je passe beaucoup plus de temps que... toujours pas assez par rapport à ce que je voudrais, mais vraiment, tu vois, quand je suis en vacances, mince, comment je peux, etc., ça me fait vraiment kiffer de penser à comment je peux m'améliorer. Donc oui, et puis je terminerai avec ce côté passion, tu vois, qui fait qu'au final, j'ai même pas l'impression de travailler. J'ai jamais dit je vais au travail. C'est une chance, hein. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que, je crois que c'était hier qu'on discutait et tu me disais que t'accompagnais une personne qui te disait qu'elle aussi a été coach en prise de parole en public. Ouais, carrément. Et c'est vrai que quand je les écoute, je me dis, mais vraiment, il y a pléthore d'acteurs et qui ont pas ce niveau d'engagement que je ressens chez toi, tu vois. Et parce que, en fait, quand on parle de la loi des 10 000 heures, donc c'est le fait que tu aies passé 10 000 heures à travailler sur un sujet qui fait de toi un expert dans ce domaine, eh bien, c'est le fait que tu aies appris, tu te sois cassé les dents, tu as retravaillé, tu vas écouter des podcasts, tu vas aller des conférences, tu vas être immergé dans cette vie-là de coach en prise de parole en public. Alors que tu as des gens qui font ça à côté, et qui viennent, ils t'enseignent, et ça c'est ce que je reproche souvent aux youtubeurs, ils enseignent la leçon 2, et ils t'enseignent la leçon 1. Et toi tu te dis, bon c'est bien, et quand toi t'arrives à la leçon 2, ils apprennent la leçon 3. Et finalement, tu peux pas être vraiment sûr, en tout cas tu mets pas les chances de ton côté, toutes les chances de ton côté d'être bien accompagné si t'es avec ce type de profil-là. Et c'est pour ça que j'invite toujours l'audience à écouter, à collaborer, à travailler avec des personnes dont tu sais que c'est leur cœur de métier. Chacun a un domaine, et si toi t'es le meilleur dans ce domaine-là, c'est avec toi qu'on doit travailler, pas avec d'autres. Mais bien sûr, tu sais, moi je connais des personnes proches de moi, je veux faire coach de ça et en même temps je vais faire coiffeur. Franchement, tu fais ce que tu veux, mais
mets-toi dans la peau des gens qui veulent travailler avec toi. Est-ce que moi, je travaille avec quelqu'un qui fait ça et qui fait ça à côté? Ah oui, parce que tu fais plein de trucs. Mais non. Moi, je veux l'expert, je veux celui qui est vraiment au cœur de ma problématique. Et en vrai, je serais malheureux si je faisais le truc à moitié. Ou tu vois, ou si j'aimais pas trop et puis je cherchais une autre voie. Moi, je suis super heureux. Je sais que j'ai commencé avec Silence, je terminerai avec Silence. Et je sais même pas si je terminerai un jour. La retraite, je la prendrai pas à 64, 67, c'est même pas un sujet. J'espère la prendre le plus tard possible, j'espère jamais la prendre d'ailleurs. Donc ouais, je pense que c'est assez égoïste, mais mon bonheur, il est dans pousser l'expertise, dans voir les choses différemment, dans essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. C'est ça le vrai kiff. Et ce qui fait que je pense que j'arrive pas trop à connecter avec quelqu'un qui a pas cette ambition, qui a pas... Ça me parle moins, je suis moins dedans. Non, c'est sûr. Et quelle est ta routine de formation ou d'accès à l'information, de recherche d'information sur ce sujet-là? Comment est-ce que tu te tiens au courant? Tu fais de la veille sur les nouvelles techniques, les nouveaux orateurs intéressants ou inspirants. Comment est-ce que tu fais? Ouais, carrément. J'aime bien. Ça, c'est notamment quand tu vois, il y a des week-ends où je bosse pas. J'ai ma Kindle. Je me fais une liste de lecture sur la prise de parole. Alors, je suis arrivé à un niveau où, tu vois, le livre prise de parole en public, c'est pas intéressant. Il me faut le bouquin précis sur la rhétorique, le storytelling 2.0, vraiment des bouquins d'expertise sur la prise de parole, sur le business d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis des profils sur YouTube, LinkedIn, de plus en plus américains. Avant, je le faisais pas trop, je suivais des profils francophones, mais quand t'écoutes, il y a pas mal de choses redondantes dans ce qui est proposé. Et puis après, là, tu vois, je sens que j'ai besoin de me nourrir sur un volet plus business. Donc, je travaille pas mal avec des agences pour essayer de me donner du savoir. Mais sur la partie art oratoire, j'aime bien, voilà. C'est surtout de la lecture. C'est plus de la lecture que des vidéos. Est-ce que tu peux nous donner des auteurs, par exemple? Ouais, carrément. Américains? Alors, je peux te donner un auteur américain que j'ai terminé il y a pas longtemps sur le côté business. Que je trouve génial, qui m'a... Waouh. Cet été, Alex Hormozy. Ah oui, tu prends pas de risque, quoi, en citant Alex Hormozy. Ah bah, tu vois, c'est d'ailleurs un de mes collaborateurs qui me l'a recommandé. Incroyable, parce que il m'a permis, d'augmenter le chiffre d'affaires, de comprendre cette idée de offre premium. Un autre bouquin qui m'a beaucoup marqué, que j'ai terminé. Est-ce que je l'ai terminé d'ailleurs? Oui, je l'ai fini. C'est j'ai oublié le titre. Mais tu sais, c'est concentrez-vous sur une seule chose, là, un focus. J'ai oublié le nom. C'est pas Deep Work? Non, il est sur ma liste d'ailleurs, celui-là. Et j'ai oublié le nom. The Only Thing, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis un autre que je conseille aussi beaucoup, que je suis en train de lire en ce moment, c'est Fixed Mindset, Growth Mindset. Donc voilà. Et sur la prise de parole en public, plutôt. Parce que là, ce que tu as donné, c'est des livres surtout business. Mais sur ton sujet de prédilection, quels sont les incontournables? Alors, je peux t'en donner plein. Un livre que j'ai beaucoup aimé et qui se distingue pas mal de ce qui existe sur la prise de parole. Alors, on est dans le monde français. Parler comme Obama. Qui a été écrit par un journaliste qui évoque les 3 grosses figures de style qu'Obama adore, à savoir la métaphore, à savoir la métonymie. Donc la métonymie, tu sais, c'est l'art de décrire une toute petite partie de la photo pour suggérer toute la photo. C'est par exemple, je vais te parler de François Xavier et te dire, tu sais, cette personne avec sa montre Patek Philippe. T'as une petite idée de qui est François Xavier derrière. Tu vois, le bon détail, révélateur, qui te dit tout. Donc c'est un bouquin qui m'a pas mal parlé, qui se distinguait. 2 bouquins que je recommande aussi, qui sont très bons. Le livre de Victor Ferry sur 12 leçons de rhétorique, très intéressant aussi pour apprendre à persuader. Et puis celui bien sûr de Clément Viktorovitch sur la rhétorique, qui est aussi très bon. J'ai commencé, mais j'ai eu du mal. Je trouve en termes de le style le style m'a pas permis d'aller au bout. Je crois que j'ai lu les premières pages, après je l'ai posé. Ah ouais? Ouais. Je suis assez surpris parce que ces interventions télé, je les ai pratiquement toutes vues. J'ai trouvé qu'il était toujours pertinent à l'oral, mais en bouquin, j'ai pas accroché. Ah mince, alors moi je l'ai fiché et je l'ai trouvé génial. Ah ouais? D'accord. Bon, tu vois, peut-être c'était pas le moment, je le reprendrai peut-être plus tard. Mais carrément. Il est toujours sur mon chevet, il est là, mais je sais pas. Gros bouquin rouge là. Ouais, le gros bouquin rouge, exactement. J'étais tellement enthousiaste en l'achetant. Mais je sais pas, j'ai commencé première, deuxième page, j'ai pas accroché. C'est vrai qu'il est
peut-être une question de timing aussi, de moment de vie, tu vois, être focus. Peut-être. Et puis un dernier bouquin, alors là pour le coup qui est allemand, qui était traduit en français en août 2023, L'art de parler avec des crétins. Ok. Qui est génial parce que tu vois, il te dit un truc basique qui est que tu as deux types de communication. Communication haute, communication basse. D'accord. Communication haute, c'est l'art de développer ses idées, des arguments, etc. Communication basse, c'est parler de façon simple, directe, petite phrase. Il t'explique qu'un Donald Trump va sur la communication basse, qu'une Hillary Clinton n'a jamais accepté d'aller sur une communication basse. Résultat, Donald Trump gagne les élections présidentielles. Dit autrement, en fait, être un bon orateur, notamment parler à des gens, parler à des crétins, c'est aussi être capable d'aller sur la communication basse. Ce que fait un peu Kamala Harris dans sa campagne, tu vois, elle se met au niveau de Donald Trump. Certains se disent, c'est l'abaissement de la politique américaine. La vérité, c'est que je crois qu'on est un bon orateur quand on est capable d'aller sur de la communication haute, mais aussi de ne pas prendre les gens de haut en allant sur leur terrain, la communication basse, notamment quand on parle à des crétins. Tout à fait. Et ce que je dis à mes enfants, je leur parle souvent pour moi, l'intelligence, c'est la capacité d'adopter les différents niveaux de langage. Donc, nous, on a cette chance, je pense, d'être des transclasses et de savoir que si tu me poses dans un hall dans le 93, je vais pouvoir parler très bien avec les gars et ils vont pas penser que je suis ce que je suis. Et tu peux me retrouver dans une réunion, dans un board avec des grands patrons et je vais aussi bien pouvoir parler. Et celui qui est fort, c'est celui qui arrive aussi bien à parler une langue, enfin un niveau de langage et l'autre. Et celui qui est handicapé, c'est celui qui, s'il se retrouve dans l'un ou dans un autre niveau, qui est plus en mesure de le faire. C'est ça, pour moi, la vraie puissance de l'art oratoire. Et je te rejoins totalement. Maîtriser, c'est choisir. Choisir veut dire être capable de maîtriser les différents cadres. Tu sais, c'est le fameux, t'as des monsieur parfaits, t'as des monsieur normaux, des monsieur cool, des monsieur libres. Et je crois que le meilleur orateur, c'est pas Emmanuel Macron, monsieur parfait, c'est pas monsieur normal, François Hollande, c'est pas monsieur cool, Sarkozy, c'est pas monsieur libre, Fabrice Lucchini. C'est cette personne qui arrive à certains moments à être super carrée, parfaite. Et qui peut te mettre le petit truc libre, qui te fait sortir un peu. Et puis le côté cool. Barack Obama, mon fond d'écran. Ah ouais? Ouais, c'est mon fond d'écran, Barack Obama, parce que je trouve qu'il incarne. Bah, t'as vu le discours qu'il a fait récemment, où il a rappé sur du Eminem. Tout à fait. Monsieur libre. C'était là, libre, il était libre, ouais. Et ouais, mais un Emmanuel Macron que je trouve très éloquent par ailleurs n'arriverait pas, et c'est peut-être la culture qui fait ça, à aller sur ce monsieur libre. Malheureusement. J'entends. Mais on a envie d'aller sur ce terrain. Et je crois qu'il faut être capable, tu vois, de maîtriser tous ces cadres pour être à l'aise, pour être éloquent. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Nico. Merci à toi. Dernière question. Qu'est-ce que tu veux absolument? Peut-être que ce que tu viens de dire, ça rejoint ce que tu voudrais, mais qu'est-ce que tu veux absolument que notre audience, la jeunesse noire d'Occident, qui est ambitieuse et qui bien souvent veut entreprendre, qu'est-ce que tu veux qu'elle retienne de tout ce qu'on s'est dit là? Il y aurait tellement de choses, même si, on le sait, on retient peu de choses. Je dirais, si vous avez de l'ambition, n'attendez plus. Il est toujours trop tôt pour dire qu'il est trop tard, mais il est important de penser à après et de se dire que si je veux maintenant réussir à me rapprocher de l'après, je prends les devants, je fais en sorte de me former. C'est pas un luxe, c'est un must. Et si je suis honnête vis-à-vis de mon ambition, j'investis sur moi. Merci Nicolas. Merci Tanguy, merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés pendant ce moment. C'était Nicolas Mel qu'on a reçu, qui est coach en prise de parole en public. Très fort sur l'assertivité. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs en prise de parole en public qui évoquent ce sujet-là. Sur les sujets aussi d'IA, à mon avis. Comment est-ce que l'IA peut nous aider à être des meilleurs orateurs? La réalité virtuelle aussi pour nous mettre en situation et travailler en situation. Voilà, je vous invite à aller sur son site. C'est quoi le site? C'est silence.fr? C'est coachingprisedeparole.fr. Ok, coachingprisedeparole.fr. De toute façon, vous aurez tout dans la description de ce podcast. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, parce que ça, c'est un épisode qui ne va pas sortir un vendredi. Mais donc, dans quelques jours pour un autre podcast avec quelqu'un qui, je le sais, on a une liste grande de personnes inspirantes dans le podcast. Et d'ici là, likez, partagez, commentez,
activez la cloche des notifications si vous ne l'avez pas fait. Et à très vite. Ciao tout le monde.